Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? Oh, fais pas chier. On essaye? Allez. Voici donc commencé notre 4e émission, le prix du danger. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 59e Formule Express de retour à l'écran. Après un passage par Hong Kong pour Chungking Express, puis Berlin pour Cours Lola Cours, on revient en France pour remettre en lumière l'un des films chocs de l'année 1983. Un long métrage d'anticipation adapté de la nouvelle éponyme de Robert Sheckley, publié pour la première fois en 1958, et qui nous plonge dans un futur proche où la survie se joue en direct à la télévision. Ce film, c'est Le Prix du danger de Yves Boisset avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli, Marie-France Pizier et Bruno Kremer. Pour lutter contre la violence, ce qui est efficace, ce ne sont pas de belles phrases humanitaires, comme les vôtres. Il faudrait au contraire multiplier les émissions, comme Le Prix du danger, pour aider les gens à exorciser leur violence. Sorti le 26 janvier 1983, Le Prix du danger déclenchera son lot de polémiques, notamment dans le petit milieu de l'audiovisuel, mais cela n'empêchera pas le film de connaître un certain succès, dépassant largement le million d'entrées. Bien sûr, je vous parlerai également de Running Man, le film avec Arnold Schwarzenegger sorti 4 ans plus tard, que Boisset considère comme un véritable plagiat du Prix du danger. Bon, difficile de le nier quand on a vu les deux films, mais ça j'en reparlerai plus tard. Mais avant cela, et pour toutes celles et ceux qui ne l'ont jamais vu, Le Prix du danger, ça raconte quoi ? Dans un futur proche, François Jacquemart décide de tenter sa chance dans le show télé le plus populaire du moment, Le Prix du danger. Un show en live qui se déroule en plein cœur d'une grande ville. Les règles sont simples. Le candidat doit aller d'un point A vers un point B en échappant à 5 trackers chargés de le tuer. S'il réussit, François peut remporter la somme de $1 million. Mais à ce jour, personne n'est parvenu à en sortir vivant. C'est alors que François va vite se rendre compte que le jeu est truqué. Mais qu'est-ce que vous croyez, bon Dieu? On a 200 millions de téléspectateurs ce soir. Faut bien vous aider à durer le plus longtemps possible. Ça veut dire quoi le plus longtemps possible? 4 heures, le temps de l'émission. 4 heures. Le temps de vendre toutes vos saloperies de pub, c'est ça? Et dans le dernier quart d'heure, les cœurs vont me descendre comme dans les autres émissions. Ce qui vous évite de me payer. Et dire que j'étais assez con pour pas le deviner. Le problème, c'est qu'avec moi, vous êtes très mal tombé. Allez dire à vos amis de la CTV que mon chèque, je vais le toucher. Mais comment, bon Dieu, puisque je vous dis que vous allez crever? Non! Je ne veux pas crever, je suis pas là pour crever! Retour en 1982. Espion lève-toi, le dernier film de Yves Boisset avec Lino Ventura en tête d'affiche, vient de cumuler plus de 1 300 000 entrées dans les salles. Un excellent score qui aiguise l'appétit du réalisateur et de son producteur, Norbert Saada. Boisset a en effet envie de s'attaquer enfin à un film à grand spectacle, mais sans s'écarter de ses aspirations contestataires. Rappelons que la carrière du réalisateur est jalonnée de nombreuses œuvres coup de poing, mettant en lumière les aspects sombres de notre société à travers des sujets sensibles et controversés. Notamment RAS qui critique l'action de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, Dupont-Lajoie explorant le racisme au sein de la société française, ou Le Juge Fayard, inspiré par l'assassinat du juge François Renault, film dont je vous ai raconté la difficile genèse dans un précédent épisode. Boisset va aborder cette fois-ci un nouveau sujet qui le touche tout particulièrement, les dérives naissantes de la télévision du début des années 80. Un sujet déjà évoqué à l'époque par Sidney Lumet dans Network ou Bertrand Tavernier dans La Mort en direct. Le réalisateur s'inquiète en effet de l'arrivée possible en France d'émissions de plus en plus trash que l'on peut déjà voir sur les écrans américains, japonais ou allemands. Mais c'est surtout l'occasion pour lui d'adapter une nouvelle qu'il avait marquée quelques années auparavant. À l'origine, j'avais été très frappé par une très courte nouvelle, puisqu'elle faisait 5 pages, d'un excellent auteur de science-fiction américain qui s'appelle Robert Sheckley, qui a écrit un gros bouquin, s'appelle Les Univers de Robert Sheckley, où il y a une bonne 50aine de nouvelles. Et il y avait une nouvelle qui s'appelait Le Prix du danger, The Price of Peril, qui racontait en 5 pages une émission de télé qui raconte une chasse à l'homme en temps réel où sont opposés différents concurrents. L'un servant de gibier, un peu comme dans les chasses du comte Zaroff, et d'autres concurrents étant chargés de le traquer, voire de l'abattre.
Il n'y avait que ça dans la très courte histoire de Sheckley. Longtemps, le réalisateur cherchera l'occasion d'adapter cette nouvelle pour le grand écran. Cette occasion arrive enfin avec le soutien de son producteur Norbert Saada, lui-même très emballé par la nouvelle de Sheckley. J'ai essayé pendant au moins 15 ans de monter un film sur cette histoire jusqu'au jour où j'ai réussi à convaincre UGC. Et on a écrit avec Jean Curtelin un scénario de 200 pages à partir des 5 pages de Robert Sheckley. C'était, dans notre esprit, un film qui flirtait avec la science-fiction. En 1983, la télé-réalité n'avait en effet pas encore fait son apparition sur le petit écran en France. Si ce que Sheckley avait imaginé relève encore aujourd'hui, heureusement, de la science-fiction, personne n'imaginait alors ce que la télévision allait proposer dans les années à venir. 11 célibataires coupés du monde. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. L'arrivée de Love Story en 2001 marquera en effet le point de départ en France de ce que Boisset prédisait à sa manière 20 ans plus tôt. Mais ça aussi, on en reparlera plus tard. Le scénario, écrit avec la complicité de Jean Curtelin et l'accord de UGC en poche pour distribuer le film en salle, Yves Boisset et son producteur Norbert Saada doivent tout de même composer pour mener le projet à bien. Pas simple en effet de trouver des financements pour monter un film qui critique ouvertement la télévision. Une télévision qui, à l'époque, finançait déjà une grande partie du cinéma français. On avait un problème, on n'avait pas trouvé des financements et tout. Moi, je me suis bagarré pour monter le film, et finalement, j'ai trouvé à Berlin un studio qui était formidable pour faire le studio de télé, avec qui j'ai pris un accord, et des studios de Berlin pour tourner. Et il y avait des scènes d'extérieur, il fallait des hélicoptères. Donc, je prends tous les accords avec les Allemands, j'amène Boisset, j'amène mon directeur de production. On monte l'opération, on prend les décors, on fait un plan de travail. Et les mecs, mais l'hélicoptère ne pouvait pas le prendre. Il dit pourquoi ? Il dit parce qu'ici, on n'a pas le droit de survoler Berlin. Et comment on ne peut pas survoler Berlin ? Il m'a dit non. Berlin, c'est géré par 4 nations à l'époque. Il faut l'accord des 4 nations, vous ne pouvez pas survoler Berlin. Il dit mais si je survole un petit bout, pas besoin de demander les 4. Surveiller à côté français ou allemand ou anglais, je ne bouge pas. Non, on ne peut pas. Norbert Saada trouve heureusement rapidement une solution de repli en Yougoslavie qui va finalement offrir le décor idéal à Yves Boisset. Le film était supposé se passer en 2005 dans un pays imaginaire, non situé. On ne disait pas du tout que c'était la France ou les États-Unis ou je ne sais pas où. Et on a pris soin de tourner dans un endroit totalement impersonnel, c'est-à-dire les faubourgs construits par les soviétiques de Belgrade. C'est une sorte d'architecture néo-stalinienne, absolument dépourvue d'âme, qui pouvait être n'importe où et nulle part, et dans un avenir non précisé. Et on avait imaginé que le gouvernement de cet État fictif imaginait des jeux de télé-réalité complètement stupides, mais voire même dangereux, qui permettent d'écarter les gens des problèmes du chômage, du racisme, de ce qu'on veut, et que cette émission de télévision, cette chasse à l'homme en direct, allait servir un peu d'opium du peuple. Alors qui pour incarner François Jacquemart, le candidat qui va devoir survivre à une horde de chasseurs pour remporter le jackpot ? Boisset pense immédiatement à Patrick Devers qu'il connaît bien pour avoir déjà tourné 2 films avec lui. J'étais très ami avec Devers, on venait d'avoir 2 très gros succès avec Le Juge Fayard et avec La Clé sur la porte. À ce moment-là, Patrick allait pas très bien, était très fragile. C'est un film physiquement très dur, on tournait au sommet de grue, sur des échafaudages, où il avait cavalé sans arrêt, escaladé des trucs. Et ça m'inquiétait un peu de faire un film aussi dur physiquement avec Patrick, que je savais
très affaibli à ce moment-là. Et donc, on avait un autre projet ensemble et Dieu sait que moi je l'adorais et je crois qu'il m'aimait bien. Et on avait un autre projet ensemble, mais on a décidé d'un commun accord de ne pas faire ce film-là ensemble. Projet qui malheureusement ne se fera pas non plus. Devers se suicide en effet le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans. Boissé et Sada se tournent alors vers un acteur à la popularité encore en devenir, un certain Gérard Lanvin. À ce moment-là, Gérard Lanvin, qui n'était pas encore une star, loin de là, mais auquel je trouvais une vraie énergie, un côté à la fois populaire et accrocheur. Et je me suis dit que c'était assez intéressant. Et le film lui a bien réussi, puisque c'est vraiment le film qui a fait de lui une vedette, quoi. Dans le contexte dans lequel il évoluait, je me suis dit que finalement, aujourd'hui, on avait une possibilité de trouver ce genre d'individu dans la rue, tout simplement. Un type qui s'ennuie, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'espoir, plus de rêve, et à qui on propose $1 million, donc radicalement changer toute sa vie. Dire que par les temps qui courent, on devrait pouvoir trouver des candidats au prix du danger assez fréquemment maintenant. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'y croyais à ce personnage, c'est-à-dire qu'il était possible de le rencontrer, il a été facile, en tout cas, de s'y introduire à l'intérieur et d'y trouver toutes les motivations pour le jouer. C'est Norbert Saada qui parvient à convaincre Michel Piccoli de rejoindre le projet pour jouer le rôle du présentateur du show. Le producteur a surtout dans l'idée de l'associer à un monstre du cinéma qu'il a la chance de bien connaître, Orson Welles. Mon rêve, c'est de trouver qu'Orson Welles, c'était mon idole. Donc j'appelle Orson Welles, il me dit je serais très content de le faire, ma femme est yougoslave et tout ça. Et je dis alors voilà, vous allez faire le film, je roule le patron de la chaîne. Il m'a dit d'accord, mais l'assurance a refusé. Qui voyage et tout, l'assurance a refusé. Donc j'ai rappelé mon ami Bruno Kremer. Décidément, chaque fois que j'ai besoin d'un truc, j'appelle Bruno Kremer au Piccoli. J'ai appelé Bruno qui est venu et qui a joué le rôle. Il y va de l'intérêt national. Je soulignais moi-même l'autre jour à monsieur le ministre du Chômage l'effet de diversion provoqué par nos 2 premières émissions. Pendant qu'il se passionne pour le prix du danger, nos 5 millions de chômeurs oublient de descendre dans la rue. Bien sûr, mais avec nos démocraties mal conçues, Maître Worms peut très bien trouver un juge maladroit qui fera passer la justice avant l'intérêt national. En plus de Bruno Kremer, viennent compléter le casting Marie-France Pizier, Andrea Ferréol, Gabriel Lazur, Jean-Claude Dreyfus et quelques autres solides seconds couteaux du cinéma français. Les prises de vue commencent dans le courant de l'année 1982 en Yougoslavie, un pays qui a ses propres codes et impose un certain nombre de contraintes à l'équipe. Yves Boisset est assisté par Yves Angelo, qui fera par la suite une grande carrière de réalisateur pour la télévision justement. Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir un peuple et un pays. Et j'ai toujours adoré ça. Et l'expérience yougoslave a été une expérience édifiante, ouais, très, très intéressante, avec ce qu'il y avait de plaisant et puis ce qu'il y avait de très déplaisant. Il y avait un interprète, un mec formidable, qui parlait un français mais extraordinaire, un type très cultivé. Et puis, on a découvert au bout d'un certain temps, parce qu'on était encore à l'époque où la Yougoslavie était sous régime communiste, on a découvert à l'époque qu'il était l'œil de Moscou, enfin de Belgrade si vous voulez. Au départ, j'aurais pas forcément pensé qu'on aurait parmi nous quelqu'un qui contrôlait un peu ce qui se faisait. Si l'équipe française éprouve quelques difficultés de communication avec les techniciens locaux, qui ne parlent que leur propre langue, les relations restent néanmoins cordiales. Elle doit toutefois s'adapter à des méthodes auxquelles elle n'est pas habituée. Vous tournez là-bas, vous ne pouvez pas imposer votre modus operandi. Il faut se glisser dans le costume des tournages yougoslaves. C'était pas la même chose que chez nous, c'était beaucoup plus lourd. Mais bon, ils étaient très bienveillants, ils étaient pleins d'envie aussi, donc les choses, in fine, se sont bien passées. Une forme de compétition entre les équipes s'installe tout de même sur le plateau. Les techniciens yougoslaves, notamment les cascadeurs, veulent prouver à leurs homologues français qu'ils n'ont rien à leur envier.
Poussé par Boisset qui appelle cela un climat d'effervescence positive et qui voit ici l'occasion de filmer des scènes toujours plus spectaculaires, ces cascadeurs vont prendre des risques de plus en plus dangereux. Heureusement, aucun accident ne viendra entacher le bon déroulement du tournage. C'est moi qui vais gagner ce jeu! C'est moi! Comment ne pas être sensible à la grandeur shakespearienne de ce drame? François continue de courir vers son destin. Après un long séjour en Yougoslavie où la majorité des séquences ont été tournées, l'équipe poursuit les prises de vue en Allemagne pour finir en France à l'automne 1982. Boisset va en effet tourner quelques scènes supplémentaires dans le cadre insolite des espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand en région parisienne. Le Prix du danger sort sur les écrans français le 23 janvier 1983 avec une interdiction au moins de 13 ans. Le public répond présent, malgré des critiques pas vraiment tendres avec le film de Boisset. Le dernier Boisset est nul, lit-on par exemple dans Libération. Mais d'une façon plus générale, le reproche fait à Boisset est d'utiliser la violence sous prétexte de la dénoncer. Déjà, moi je trouve que c'est un exploit assez formidable, avec un film sur la violence, de faire une sorte de réconciliation nationale peu commune, puisque le journal le plus noble de France, Libération, et le journal le plus populaire de France, Le Figaro, se trouvent réunis dans la même idée. Cela dit, ça me paraît assez absurde. Je veux dire, au départ, Le Prix du danger, c'est un grand film d'action extrêmement spectaculaire qui débouche sur une réflexion sur la violence et sur l'utilisation des médias, en particulier de la télévision. Bon, mais on ne reproche pas à Mad Max, par exemple, qui lui ne se pose aucun problème sur la violence, de ne pas dénoncer la violence. Alors, au contraire, Le Prix du danger est en même temps une sorte d'avertissement sur ce que pourrait devenir la télévision si on n'était pas très vigilant et si on ne faisait pas attention à la façon dont sont exploités certains jeux télévisés aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. Le film va également s'attirer les foudres de quelques stars de la télévision qui s'estiment attaqués par la représentation du présentateur infâme interprété par Michel Piccoli. On s'était amusé avec Michel Piccoli à composer un personnage de présentateur qui n'était absolument pas dans notre esprit un présentateur de télé particulier. Mais du coup, au contraire, on avait pris bien soin de pas que ça ressemble trop à un présentateur précis. Résultat, arrivé des courses, tous les présentateurs de l'époque ont dit « Putain, on s'est foutu de ma gueule, on m'a ridiculisé ». Alors, de Léon Zitrone, avec cette espèce de suffisance et de culture de gougnafier, Zitrone s'est reconnu. Michel Drucker, qui était déjà un gentil professionnel, s'est reconnu dans le présentateur joué par Michel Piccoli, avec au milieu d'émissions de variété, de grands couplets sur les petits biafrais qui mouraient de faim. Et Jacques Martin s'est reconnu également dans le personnage de Piccoli. Alors, tout le monde était furieux. Ils ont failli m'attaquer en diffamation. Et avec Piccoli, on était vraiment surpris parce qu'on avait vraiment pris soin que ce ne soit pas tel ou tel. Mais du coup, ils se reconnaissaient tous. De nombreux politiques et intellectuels vont également alimenter la polémique, estimant à l'époque que Le Prix du danger est un film aussi invraisemblable que dangereux. Il n'en fallait pas plus à Boisset pour aller sur l'un de ses terrains favoris, la provocation. Moi, j'ai pris ça pour un film malsain et le public est dans la salle, rit. Parce que le public est beaucoup plus sain que vous. C'est possible. Mais beaucoup de gens de grand talent sont pervers. Le public n'est pas pervers. Et vous avez voulu faire un film comique ? Le film est résolument comique pendant 1 heure. Et je trouve extrêmement sain que le public s'amuse pendant 1 heure de ces personnages qui sont effectivement des projections dans l'avenir de gens qu'il peut voir quotidiennement à la télévision. Bon, il n'a pas la lucidité d'en rire quand il les voit à la télévision. Il a la présence d'esprit et l'humour, parce que je pense que le public est plein d'humour, d'en rire quand il les voit projetés dans l'avenir, dans une satire de science-fiction. Si Boisset cherchait une nouvelle fois à déchaîner les passions, son pari est réussi.
Il relève également le pari d'attirer le public en salle avec un total de près de 1 400 000 entrées. Mieux encore que tous les sondages, votre réaction me confirme à quel point vous estimez le prix du danger. Le film ayant quitté les écrans au cœur de l'année 1983, le soufflet retombe et Yves Boisset passe à autre chose. Les 4 années qui suivent la sortie du Prix du danger, le réalisateur nous tourne en effet 2 nouveaux films bien éloignés de son pamphlet anti-télé-réalité, Canicule et Bleu comme l'enfer. Et pourtant, un jour de novembre 1987... Des copains m'appellent de New York et me disent « Ah tiens, on a vu le dernier Schwarzenegger. C'est un remake, parfois plan par plan, du Prix du danger. » Arnold Schwarzenegger est en effet à l'époque la star de Running Man, réalisé par Paul Michael Glaser, l'interprète de Starsky dans la célèbre série Starsky et Hutch. Un film d'anticipation officiellement adapté d'un roman de Stephen King, écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Quel est le plus grand show télévisé, le spectacle le plus fantastique de toute l'histoire de la télévision? Running Man! Oui, c'est Running Man! Des quartiers entiers dans lesquels les seules lois sont le danger. Nos traqueurs sont des êtres impitoyables qui font subir aux criminels, aux traîtres et aux ennemis du régime le sort qu'ils méritent. Tous les dimanches, de 20h à 23h, soyez au rendez-vous sur ICS. C'est une émission produite avec l'accord du ministère de la Justice. Running Man! Le jeu télévisé préféré de toute l'Amérique! Yves Boisset s'empresse alors d'aller voir Running Man en Angleterre, alors que le film n'est pas encore sorti dans les salles françaises. Je vais voir le film à Londres. Là, je tombe de ma chaise. Je m'aperçois que c'est vraiment le Prix danger. J'ai trouvé Alain Sussfeld, le patron de UGC, et je lui dis, j'étais voir le Running Man, c'est exactement le Prix du danger. Il dit, oui, je sais. C'est nous qui distribuons Running Man. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, vous faites ce que vous voulez. Nous, on fait rien. Parce qu'on a un accord cadre avec Schwarzenegger, qui était une immense star planétaire à l'époque. Et il dit, on a les 6 prochains films de Schwarzenegger, parmi lesquels, effectivement, on a reçu il y a un mois Running Man. Je dis, mais vous vous rendez compte que c'est un plagiat du Prix de danger? Il dit, ça c'est indiscutable, mais on va pas se fâcher avec Schwarzenegger pour vos beaux yeux. Mais si vous voulez faire un procès, vous faites un procès. Si vous avez moyen de faire un procès à la Fox et à Schwarzenegger, allez-y. Mesdames et messieurs les jurés. Boisset va effectivement lancer une action judiciaire contre la Fox qui a coproduit Running Man. Si le réalisateur s'estime dans son bon droit, il va comprendre que s'attaquer à un tel morceau ne va pas être simple. Ça a duré exactement 11 ans. 11 ans d'appel en contre-appel. Et la Fox envoyait... il y a eu je ne sais pas combien d'audiences. Les juges ont vu les 2 films, ont comparé les 2 films. À chaque fois, les avocats de la Fox venaient en concorde, à 4 ou 5, passaient une semaine à l'hôtel Georges V, et étaient payés, je présume, confortablement. Et le procès a dû coûter à la Fox une fortune. Mais pour les juges, au bout de 11 ans, ils ont établi que c'était vraiment un plagiat. Et ils m'ont donné, je crois, 1 500 000 francs. Bon, pour 11 ans, c'était pas énorme. Et le procès, même en faisant très attention, et avec des avocats qui ont été sympas, qui m'ont pas matraqué, ça m'a coûté, finalement, l'argent que j'ai touché était un tout petit peu plus que ce que m'a coûté le procès. Si les 2 films présentent quelques différences notables, il faut bien avouer que Running Man se rapproche en effet bien plus du film de Boisset que du roman de Stephen King. Tout d'abord, dans l'un comme dans l'autre, le contexte est le même. Un futur où la société est marquée par une forte répression, une pauvreté croissante et une violence omniprésente. L'État utilise la violence médiatisée pour maintenir l'ordre et distraire la population. Les 2 œuvres sont également structurées autour d'une chasse à l'homme où le héros doit échapper à des traqueurs engagés pour l'éliminer, tout cela sous l'œil des caméras.
Mais surtout, Le Prix du danger, tout comme Running Man, critique la manipulation des masses par les médias et la déshumanisation croissante de la société. Il met en lumière les dangers d'une société où les médias sont prêts à tout pour augmenter l'audience, y compris exploiter la souffrance humaine. Quand ils voient des tueurs commettre un crime à leur place, beaucoup de nos spectateurs se sentent libérés du besoin de passer à l'acte. En temps de guerre, la délinquance est inférieure à celle des temps de paix. De même, le jour où passe l'émission, il est prouvé statistiquement que la délinquance baisse partout dans des proportions considérables. Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. Avec Le Prix du danger, Yves Boisset signe un film que l'on peut qualifier aujourd'hui de prémonitoire. Tant la télévision puis le web ont fini par exploiter les mêmes dérives que celles dénoncées dans le film, où le sensationnalisme et la recherche d'audience passent avant l'éthique et la dignité humaine. L'avènement des télécommerciales qui se profilaient allait amener une course à l'audience, fatalement. Qu'un jour ou l'autre, ils allaient se dire « faut qu'on gagne du blé avec ça hein. », ce qui n'était pas le cas des télévisions d'État, dont en principe la rentabilité et la course à l'audience n'étaient pas au programme. Disons, les différents gouvernements mettent des barrières morales et en tout cas en principe évitent de mettre en danger la vie des gens. On a bien vu les limites, par exemple avec Koh-Lanta, quand un type est mort, bon, l'émission était sur le point d'être supprimée. Mais par contre, il y a de toute évidence pas de limite à la bêtise. Ça, malheureusement, toutes les émissions d'une stupidité phénoménale qu'il y a actuellement, qui vont très loin, je trouve, dans la destruction des valeurs morales des gens. Et là, de ce côté-là, Le Prix du danger était effectivement singulièrement prémonitoire, aussi dans la destruction des valeurs morales. Si dans sa forme, Le Prix du danger a pris un sacré coup de vieux, le film a encore aujourd'hui le mérite de soulever des questions essentielles sur les dérives de la société du spectacle et sur l'éthique des médias. Des thèmes qui restent d'une brûlante actualité. Vous savez que certains nous insultent et nous traînent dans la boue parce que nous produisons des émissions de ce genre. Faites-leur savoir que c'est vous qui exigez des spectacles comme Le Prix du danger. La CTV est à votre service, nous vous donnons les spectacles que vous voulez. Je sais que vous aimez les beaux spectacles, je sais que vous voulez encore plus de sang, plus de violence et plus de carnage. Eh bien, nous vous en donnerons. Pour voir Le Prix du danger, il y a la solution VOD, et pour les amoureux du support physique, il existe un DVD et un Blu-ray édité par Tamasa. Voilà, c'était Max, on se retrouve très vite pour une nouvelle remise en lumière. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.